La nouvelle de l'arrestation d'Emeka s'était répandue dans tout Lagos comme un feu de brousse. Les journaux titraient « L'ascension d'un jeune prodige stoppé par la fraude ». Les chaînes de télévision diffusaient en boucle les images d'Emeka menotté, son visage digne mais marqué par la douleur. Dans sa cellule étroite, Emeka restait silencieux. Ses mains jointes, il priait. « Seigneur, toi qui sondes les cœurs, tu sais que je suis innocent. Montre la vérité. » Mais dehors, le monde semblait déjà l'avoir condamné. Les investisseurs retirèrent leurs fonds, les marchés signés furent annulés, et les partenaires qui l'avaient courtisé la veille lévitèrent désormais comme un pestiféré. C'est à ce moment que Chinedu entra en scène. Grâce aux falsifications qu'il avait orchestrées, il réussit à se faire nommer gestionnaire intérimaire des entreprises d'Emeka. Aux yeux de tous, il apparaissait comme le sauveur, celui qui allait redresser la maison. Il profita de cette position pour prendre le contrôle total. Les bureaux furent réorganisés, les comptes bancaires modifiés, et bientôt, tout passa sous son autorité. Chez lui, devant sa femme, Chinedu célébrait sa victoire en silence. Il s'asseyait chaque soir dans le grand fauteuil du bureau d'Emeka, caressait le cuir avec satisfaction et murmurait « Enfin, je suis à ma place ». Mais ce pouvoir, au lieu d'apaiser son cœur, l'empoisonna davantage. Il ne cherchait pas à développer l'entreprise mais à humilier l'ombre d'Emeka. Il prenait des décisions hâtives, dépensait sans compter, signait des partenariats douteux. Ses proches commençaient à s'inquiéter, mais il refusait d'écouter. Pendant ce temps, Emeka, en prison, gardait la tête haute. Chaque fois que sa femme lui rendait visite, il lui tenait la main à travers les barreaux et disait « Ne pleure pas. Dieu n'abandonne pas les justes. Veille sur mes parents, veille sur mes frères. Dis-leur que je reviendrai. » Et malgré ses chaînes, il n'oubliait pas son rôle d'homme de famille. Il faisait parvenir chaque petite somme qu'il réussissait à économiser en prison pour aider à payer l'école de ses frères, ou pour que ses vieux parents ne manquent de rien. Cette bonté étonnait même les autres prisonniers. Mais dehors, l'empire qu'il avait bâti se fragilisait. Les décisions hasardeuses de Chinedu commencèrent à faire couler certains projets. Des rumeurs de corruption éclatèrent. Les marchés au Cameroun et au Ghana furent annulés. Et peu à peu, ceux qui acclamaient Chinedu le regardèrent d'un autre œil. Sa femme aussi vit le changement. Un soir, en le voyant rentrer ivre de colère, elle murmura « Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. Cette gloire que tu cherches va te détruire. » Mais Chinedu, aveuglé par l'orgueil, riait. « Je suis enfin au sommet. Rien ni personne ne peut me faire tomber. Même Emeka, dans sa prison, sait que je l'ai écrasé. » Il ignorait que chaque pas qu'il faisait l'approchait de sa propre chute. L'homme qui détruit la maison de son frère pense bâtir un palais pour lui-même. Mais souvent, ce palais n'est qu'un piège qui l'attend au tournant. Les mois passèrent. De sa cellule, Emeka entendait parfois des bribes d'informations venant de l'extérieur. Ses avocats, sa femme, ou même les gardiens lui rapportaient les nouvelles du monde des affaires. Et chaque fois, une constante revenait. Les entreprises vont mal. Les marchés s'effondraient, les partenaires étrangers se retiraient, et la confiance des investisseurs était brisée. Mais au cœur de Lagos, Chinedu continuait de jouer au grand homme. Il arrivait dans les bureaux avec des voitures de luxe, escorté comme un ministre. Les employés baissaient la tête en silence, mais dans leurs regards, on lisait la peur et le mépris. Car ils savaient. Ils savaient que derrière cette façade de puissance, il n'y avait qu'un homme jaloux et instable. Un soir, lors d'un dîner d'affaires avec des investisseurs camerounais, Chinedu perdit son sang-froid. Un partenaire lui posa une simple question sur les documents financiers. Chinedu, pris de panique, bafouilla des réponses incohérentes, puis s'énerva violemment. « Vous doutez de moi ? Moi, le nouveau patron ? Sortez d'ici !» Ce scandale fit le tour des réseaux sociaux dès le lendemain. La réputation de l'entreprise fut encore plus entachée. Pendant ce temps, en prison, une petite lueur d'espoir naissait pour Emeka. Un nouveau juge venait d'être nommé pour son dossier, un homme réputé pour son intégrité. Et ce juge avait décidé de rouvrir l'enquête, troublé par certaines incohérences dans les documents fournis par Chinedu lui-même. Les avocats d'Emeka se remirent au travail. Ils fouillèrent dans les archives, retrouvèrent d'anciens contrats, interrogèrent d'anciens employés. Peu à peu, un puzzle commença à se former. Et dans ce puzzle, un nom revenait sans cesse, Chinedu. Mais l'orgueil aveugle de ce dernier le poussait à commettre erreur sur erreur.
Il s'entourait de flatteurs, signait de nouveaux partenariats frauduleux, dépensait l'argent de l'entreprise comme s'il s'agissait de sa propriété. La presse, qu'il avait autrefois porté en héros, commença à poser des questions. Les gros titres changèrent. Shinedou est-il vraiment l'homme qu'il prétend être? Les entreprises d'Emeka au bord de la faillite, erreur de gestion ou sabotage? De sa cellule, Emeka reçut un journal. Lorsqu'il lut ces titres, il esquissa un léger sourire. Ses compagnons de prison lui demandèrent. « Pourquoi souris-tu? Tu es encore enfermé. » Emeka répondit calmement. « Parce que la vérité, mes frères, finit toujours par se lever, même après la plus longue nuit. Le mensonge court vite, mais il se fatigue vite aussi. La vérité, elle, marche lentement, mais elle arrive toujours à destination. » Le jour tant attendu arriva. Après de longs mois d'enquête et de procédures, la cour de Lagos ouvrit enfin le procès d'Emeka. La salle était bondée. Hommes d'affaires, journalistes, familles, simples curieux, tous étaient venus assister à ce duel silencieux entre deux anciens amis, désormais ennemis. Au premier rang, la femme d'Emeka serrait son foulard, les yeux rougis par les larmes. Ses parents, désormais plus âgés mais fiers, se tenaient à ses côtés. Le procès commença. Les avocats s'affrontèrent. Les documents falsifiés furent présentés. Les témoins défilèrent. Peu à peu, l'image impeccable que Shinedou avait construite se fissurait. À un moment crucial, un ancien employé, tremblant de peur, prit la parole. « Je ne voulais pas parler. Mais tout ce que vous avez vu, ce n'est pas Emeka. C'est Shinedou qui nous a forcés à signer de faux papiers. Il nous menaçait de nous renvoyer si nous parlions. » Un silence glacé envahit la salle. Shinedou pâlit, mais tenta encore de se défendre. « Mensonges! Tous des mensonges! Ces gens m'en veulent, voilà tout !» Mais d'autres voix s'élevèrent. Un comptable, une secrétaire, même un partenaire étranger confirmèrent la même chose. Le juge, impassible, leva les yeux vers Shinedou et dit calmement. « Monsieur Shinedou, il semble que le mensonge que vous avez tissé commence à se déchirer. Avez-vous quelque chose à dire ?» À ce moment, quelque chose se brisa en lui. Comme un homme écrasé par le poids de sa propre trahison, Shinedou s'effondra à genoux devant toute la salle. Sa voix, tremblante, avoua. « Et oui, c'est moi. J'ai falsifié les documents. J'ai voulu tout détruire, parce que je ne supportais pas de voir Emeka réussir là où moi j'échouais. » Un cri de stupeur secoua la salle d'audience. La femme de Shinedou porta ses mains à son visage, effondrée. La mère d'Emeka éclata en sanglots. Emeka, lui, resta immobile. Ses yeux se fermèrent un instant, et il murmura. « Seigneur, pardonne-lui, il ne savait pas ce qu'il faisait. » Shinedou fut immédiatement menotté. Il baissa les yeux, incapable de croiser le regard d'Emeka. Ce jour-là, le masque tomba, révélant non pas un ami, mais un traître rongé par la jalousie. Alors qu'on l'emmenait, Emeka jeta un dernier regard à celui qui avait été son frère de cœur. Pas de haine. Pas de colère. Seulement une profonde tristesse. L'ami qui trahit pour la gloire oublie que la gloire bâtie sur le mensonge finit toujours par s'écrouler. La jalousie détruit d'abord celui qui la porte, avant d'atteindre sa cible. À la sortie de la prison, ce fut une scène à la fois douloureuse et émouvante. Ses parents, déjà vieillis par les épreuves, tombèrent en larmes en l'apercevant. Sa femme, qui avait traversé toutes ces épreuves en silence, serra ses enfants contre elle avant de courir dans les bras de son mari. Les regards de compassion des passants contrastaient avec les murmures de ceux qui doutaient encore. Il a dû faire quelque chose, sinon pourquoi aurait-il été enfermé? Non, c'est la jalousie. Dieu seul connaît la vérité. Emeka n'avait pas besoin de répondre. Il savait que le temps, et Dieu, parleraient pour lui. Mais en rentrant chez lui, une réalité brutale l'attendait, tout était à reconstruire. Sa maison avait été vendue aux enchères par des créanciers, son entreprise, autrefois prospère, était méconnaissable, et plusieurs de ses partenaires s'étaient déjà tournés vers d'autres alliances. Pour beaucoup, c'était la fin. Pour Emeka, c'était un nouveau départ. Peu à peu, certains anciens collaborateurs commencèrent à revenir. Touchés par son courage, ils lui redonnèrent leur confiance. Emeka n'avait plus les mêmes moyens qu'avant, mais il avait gagné une arme que Shinedou n'avait jamais possédée, la résilience forgée dans la douleur.
Les investisseurs qui l'avaient jadis abandonné furent surpris de voir qu'il ne nourrissait aucune rancune. Au contraire, il les accueillit avec un sourire et une humilité désarmante. Et peu à peu, son entreprise renaquit, plus solide, plus authentique. Le jour du grand procès arriva. Shinedou, désormais amaigri et brisé, se tenait à la barre. Les preuves étaient accablantes, documents falsifiés, transferts illégaux, trahisons multiples. Le juge prononça la sentence d'une voix lourde. Shinedou Obi, condamné à 15 ans de prison ferme pour fraude et détournement. Un silence pesa dans la salle. Certains pleuraient, d'autres hochaient la tête, comme pour dire « voilà la fin de l'orgueil ». Mais ce fut l'attitude d'Emeka qui marqua les esprits. Au lieu de jubiler, il s'approcha discrètement de la famille de Shinedou, leur glissa des paroles d'apaisement et leur promit son soutien. Oui, malgré la trahison, malgré la douleur, Emeka décida de continuer à subvenir aux besoins de la femme et des enfants de celui qui l'avait presque détruit. Voilà le mystère de la vie, l'orgueil finit toujours par tomber, mais la bonté, elle, ne meurt jamais. Dans un monde où la jalousie détruit, Emeka nous enseigne que la vraie grandeur ne réside pas dans la richesse, mais dans le pardon et la résilience.